Le Sri Lanka a vécu pendant des années sous la pression de tensions intérieures violentes. En 2010, la paix est revenue dans le pays. En 2004, 35 000 personnes ont été tuées par le tsunami qui a frappé l'Asie du Sud-Est. Depuis, lentement, le pays a pansé ses plaies. Aujourd'hui, le Sri Lanka aspire à redevenir un lieu de vie agréable. L'île, très attractive par ses monuments, son histoire, la gentillesse de ses habitants et ses formidables paysages, aspire à devenir un spot touristique de renommée internationale. Depuis plusieurs années, un tourisme responsable et équitable participe à cet effort. Dans cette histoire, nous suivrons un groupe d'une quarantaine de personnes qui a choisi de vivre un voyage équitable et solidaire envers la population sri-lankaise. Le groupe est constitué d'amis rugbymen et de leurs épouses. Tous se connaissent depuis longtemps, parmi eux certains parrainent des enfants qu'ils viennent voir pour la première fois. On est parrain et marraine avec mon mari d'un petit garçon qui se prénomme Prasadu. Voilà, et on va aller le voir cet après-midi pour lui distribuer ses petits cadeaux et parler avec lui tant que faire se peut. Voilà. C'est la première fois qu'on fait ce type de voyage. Déjà pour voir les familles des enfants que nous parrainons. C'est un voyage, oui, pas comme un voyage de touristes plagistes. On attend déjà à travers les familles, on attend vraiment autre chose. Et puis en plus, avec les copains du rugby, ça va peaufiner le voyage. À peine les bagages déposés, une surprise attend Annie, Bernard et plusieurs des parrains du groupe. Parrainer un enfant est une action sur la durée. Elle consiste à aider au financement de la scolarité d'un ou de plusieurs enfants. Des liens se tissent entre les filleuls et leurs parrains au fil des colis et des courriers. Les parrains sont informés fréquemment de l'évolution du travail de l'enfant. Ansika et sa maman, que je connais maintenant depuis le tsunami. Donc aujourd'hui, nous avons eu l'heureuse surprise de notre correspondante de l'association Espoir sans frontières, Sandia, la directrice d'école qui s'occupe des parrainages, qui est notre interface sur place à Ikadoua, qui s'occupe actuellement d'environ 150 enfants. Et parmi ces 150 enfants parrainés, 2 familles étaient ici. Et surprise, alors qu'il était prévu que la rencontre se fasse demain, eh bien, ça s'est fait totalement inopportunément aujourd'hui. Donc c'est la première rencontre. Et demain, nous allons, à leur rencontre sur leur lieu de vie. L'éloignement entre parrains et filleuls ne leur permet que rarement de se voir, ce qui rend encore plus exceptionnelle cette rencontre. Ah oui, on l'a reconnu dans la photo. On te reconnaît. On te reconnaît bien. Tu es beau. Vous êtes. La coquille de noix de coco, entièrement la coquille de noix de coco. Dans l'immédiat, on va aller boire un coup ensemble tous. J'ai amené des petits cadeaux pour la maman, un petit cadeau, et puis pour eux des ballons. À 4 ans qu'on correspond, en relation qu'écrite, mais bon, c'est vrai que c'est prenant quand même, c'est sûr, c'est sûr. On s'attache. Sur les rivages de l'île, il ne reste que peu de traces du passage de la catastrophe du tsunami en 2004. Le matin du premier jour du voyage de nos familles de rugbyman est destiné à une visite très attendue, celle de l'école de Patuwata, une centaine de kilomètres au sud de Colombo. Elle est parrainée par l'association Espoir sans frontières pour laquelle œuvre Jacques Durand, organisateur de cette aventure et déjà présent les jours qui ont suivi le tsunami. Alors, malheureusement, c'est ici qu'une des grosses catastrophes pendant le tsunami est arrivée. Le train passait à ce moment-là et les gens se sont réfugiés dedans, à cet endroit. Et malheureusement, ils ont été noyés dedans et ça a fait 1600 morts qui sont juste enterrés sur la plage. Bon, le mémorial qui est au bord, vous avez pu le voir peut-être.
Et depuis, nous aidons des familles ici en difficulté, les familles les plus en difficulté, les plus pauvres, par l'intermédiaire d'une directrice d'école maternelle qui s'appelle Sandia, que nous allons rencontrer. Et dans cette école, il y a également des enfants que l'on a parrainés depuis. À l'origine, il y avait 223 enfants parrainés. Depuis, on en a arrêté quelques-uns parce qu'on les parraine uniquement dans le domaine du parrainage scolaire. On les suit pendant leurs études jusqu'à ce qu'ils arrêtent, qu'ils soient sortis de l'école. Et des familles, dont une famille ici, une famille française, parraine donc un enfant qu'ils ont eu la joie de rencontrer hier. Et ils vont offrir un vélo à la famille parce que le vélo, c'est comme le riz et la nourriture de base, le vélo, c'est l'outil de base qui permet au papa souvent d'aller travailler. Tiens. Donne-lui le vélo. Ouais. On les avait suivis déjà par écrit et puis surtout en photo. Et bon, c'est vrai que c'est émouvant à la fois et très prenant de les voir chez eux comme ça. Et bien, je les trouve bien. Je m'attendais à pire. Je les trouve bien. C'est vraiment un grain de sable, mais participer, ça fait beaucoup de bien moralement, égoïstement, pour nous tous, qui avons tout. Et là, ils ressentent beaucoup de joie à déjà nous voir, et ça, c'est énorme. Et puis là, l'éloignement fait que on ne peut pas les voir souvent. Donc là, je vais en prendre une dose, quoi. Nous avons commencé l'aventure de cette école avec l'association Green Hope. C'est elle qui nous a parrainés. Nous étions désespérés. Je garde un très mauvais souvenir de cette époque. Je n'arrêtais pas de pleurer. Nous avions tout perdu avec le tsunami et ce sont eux qui sont venus nous voir et nous ont fourni un bâtiment pour héberger l'école. Ensuite, ils nous ont ouvert un compte en banque qu'ils nous aident à gérer. Et puis j'ai rencontré Jacques Durand. Sincèrement, même des gens de la famille ne feraient pas ce genre de choses pour les enfants. Venir de si loin. Nous sommes très contents pour les enfants. Moi aussi. Je n'avais plus de travail, j'en ai un maintenant. Je suis redevenue institutrice. Je gagne ma vie. Les enfants sont très fiers de pouvoir recevoir ces voyageurs venus de si loin pour améliorer leur vie quotidienne. Ces parrains sont très importants pour eux. La famille que j'ai adoptée, puisque c'est pas seulement l'enfant, la grand-mère est décédée, ils avaient perdu toute leur maison, donc avec tout ce qu'il y a dedans, plus de travail, et puis d'en parler autour de moi, parce qu'il n'y a rien de tel que d'en parler pour sensibiliser les gens. Tout se fait dans la dignité, vous aidez pas des gens qui viennent mendier, c'est des gens qui ont leur orgueil, qui sont fiers. Ce qui est pour l'école, on ne le mettra pas. Je range les jouets pour que les enfants puissent choisir un petit peu en fonction de leur goût. Alors on a amené des peluches, des livres, des stylos, des casquettes, des vêtements. Les peluches nous viennent de la grande récré. Oui, pour la plupart. Et des gens aussi qui récupèrent des jouets de leurs enfants, donc ils nous les donnent. Et la grande récré, en fin d'année, récolte les jouets dans des boîtes. Donc ils sont posés devant le magasin et les gens qui ne veulent plus des jouets d'enfants, à condition qu'ils soient en bon état, les déposent dans ces boîtes. Et la grande récré les redistribue à des organisations humanitaires. Ici, dans les familles pauvres, ils n'ont rien. Ils n'ont pas de jeu, ils n'ont rien. Souvent, ils ont une table, 3 chaises et puis pas grand-chose d'autre. Ça s'arrête là. On ne se rend pas compte à quel point certaines familles sont démunies. Il faut aller dans les familles pour s'en rendre compte. Vivre à leur quotidien, c'est pour ça que nous amenons donc des personnes pour qu'elles se rendent compte de la situation des familles dont les enfants sont parrainés.
Non, c'est pas celui-là qu'elle veut. Laisse-le, Pascal, elle va choisir. Nos voyageurs ont quitté Patuhuata pour l'intérieur des terres. Ils sont à Noorea pour embarquer à bord d'un tortillard qui doit les emmener à Kandy, la capitale du centre de l'île. Ce n'est pas pour rien que les Sri Lankais appellent ce train le TGV, le train à grande vibration. Il est presque impossible de se tenir debout. Il y a 3 classes, nos voyageurs, eux, sont en seconde. Les billets valent quelques roupies, mais le train est rarement à l'heure, de toute façon, personne n'est vraiment pressé. À la moyenne de 45 km/h, il faudra au moins 3 heures pour rejoindre Kandy, si tout va bien. Mais cela ne déplaît pas à nos voyageurs. Dans le train, tout un système de vente de produits locaux permet aux voyageurs de se nourrir, de boire et de passer le temps. Un temps qui s'étire le long des plantations de thé. Moi, je suis enchantée, de toute façon, tout me plaît en général, donc non, je suis pas méchant. Les gens sont très sympas, paysage formidable, voilà. Bon, moi, j'aimais aussi beaucoup d'humanitaire, parce que je parraine une petite fille, mais du Nord-Vietnam, donc j'étais aussi concernée, malgré que je ne parraine pas un enfant du Sri Lanka. Je pense que je vais m'investir aussi, peut-être pour un parrainage au Sri Lanka, finalement. Voilà. Parce que de le voir, c'est un peu différent. Bon, d'écrire, c'est magnifique, mais bon, de le voir, c'est quand même plus d'émotion aussi, quand même, je trouve. Après le périple en car, qui est à peu près la même valeur qu'un Paris-Colombo en avion. Maintenant, c'est génial, là, vraiment. Le train génial, les paysages magnifiques. La plantation de thé, c'est vraiment superbe. Vraiment génial. Il n'y a pas d'autres mots. Je joue dans ce train depuis 32 ans. Je le prends chaque jour à 9 h et puis je vais jusqu'à Kandy, ou un peu moins loin selon les jours et la fréquentation. Ensuite, je le reprends en sens inverse. Je fais ces allers-retours jusqu'à 18-19 h. Je gagne environ 600 roupies les bons jours. Dehors, les champs de thé se succèdent. Ils rappellent que le Sri Lanka est l'un des principaux producteurs au monde. Une récolte entièrement manuelle et prise en charge par les femmes. Et si ce n'est pas encore l'heure du thé, certains de nos rugbyman commencent à avoir faim. L'occasion de faire tourner le commerce ferroviaire. Qu'est-ce que tu as acheté? Des acras de crevettes, des beignets de crevettes. C'est pas mal ça, le fait de passer, de vendre, c'est comme dans les vieux trains. Ouais, c'est comme dans les vieux trains, c'est très commerçant, c'est super. En plus, c'est bon pour la santé. Il a fait des affaires. Voilà. Il m'a bien nourri. Je vais avoir la bouche un peu emportée, mais c'est bon. C'est à Kandy, ville sainte, que les derniers rois indépendants ont résisté aux Anglais jusqu'à la fin du 19e siècle. Avec ses 100 000 habitants, Kandy est la deuxième ville du pays.
Si le cœur géographique du Sri Lanka est le royaume sans partage des montagnes et du thé, il est aussi son cœur spirituel. Notre groupe de voyageurs entame une visite mystique au temple de la dent du Bouddha. Comme eux, chaque année, ils sont des centaines de milliers de pèlerins bouddhistes venus du monde entier à venir s'y recueillir. La légende veut que l'une des dents de Bouddha ait échappé avec 7 autres reliques aux flammes du bûcher. Cette dent aurait voyagé pendant plus de 800 ans et serait maintenant dans ce temple protégée dans la chambre sacrée, dans 8 coffres en or en forme de dagoba. Pour le visiteur étranger, il est toujours surprenant de s'immerger dans un temple aussi populaire qui reçoit chaque jour la visite de milliers de fidèles. Au Sri Lanka, près de 90% de la population est bouddhiste. Après cette halte qui a plongé nos voyageurs au plus profond des croyances sri-lankaises, ils repartent sur une route jalonnée de plantations de thé. Le Sri Lanka est le premier exportateur de thé au monde. Si touristiquement cette région reculée attire moins d'étrangers que le littoral, elle génère d'énormes revenus. Rares sont les touristes qui quittent le pays sans emporter du thé avec eux. Grâce à ces revenus, dans cette région, l'accès aux soins et aux médicaments est gratuit et la scolarisation des enfants assurée. Près de 700 000 Sri Lankais travaillent pour le thé. La moitié d'entre eux sont des cueilleuses. Nos familles de rugbymen découvrent le processus de transformation. Le séchage, le tri, la fermentation, le tout sous une chaleur étouffante. La journée se termine par la dégustation et l'achat du thé produit à la plantation. Demain, nos voyageurs auront rendez-vous avec une religieuse qui a dédié sa vie aux plus démunis. C'est à Galle, dans le sud de l'île, que nous les retrouvons. Jacques fait les présentations. Sœur Alex, c'est un peu la sœur Teresa de Calcutta en petit modèle. Et elle est tellement dévouée qu'elle a réussi, à force de ténacité et de trouver des financements par des gens comme vous, qui viennent visiter, et puis elle dit j'ai besoin de sous, et elle a réussi à monter ça. C'est un établissement qui héberge 40 personnes âgées qui étaient dans la rue. Les personnes âgées qui sont là ont toutes plus de 60 ans, elles ont toutes besoin de médicaments. Les médicaments vont servir. Les livres serviront à la classe de français de Fatima. Les jouets et tout ce qui reste, ça sera toujours distribué, même si c'est pas intramuros, ça sera distribué à des gens qui viennent solliciter Sœur Alex en permanence. C'est la femme qui a la main sur le cœur et qui répond à toutes les sollicitations quand elle le peut dans la mesure de ses moyens. Ok ? Merci à vous. Nous sommes la congrégation des Sœurs de Sainte-Marie-Jésus de Belgique, fondée en 1943. Nous avons commencé beaucoup des activités actuelles au moment de la catastrophe du tsunami. Depuis ce temps, nous nous sommes plus spécialement intéressés aux personnes en souffrance suite à ce traumatisme national. Il se trouve que la grande majorité des victimes, 90 à 95%, étaient bouddhistes. C'est un peu grâce à cela que nous avons pu établir une relation très privilégiée entre nos deux religions. Nous avons pu créer un véritable échange. Sister Alex. Ok. Big welcome to all. Vous êtes les bienvenus ici. Hello. C'est que des payants, que des fous.
Des livres, des médicaments ont été apportés par notre groupe. Le matériel scolaire servira à la quarantaine de jeunes élèves issus de familles démunies et qui vivent en internat. J'ai appris par l'institutrice que le groupe devait venir. Lorsqu'un groupe de voyageurs vient comme aujourd'hui, c'est un grand événement. Si nous l'avions su, nous aurions organisé une rencontre entre les veuves et le groupe de visiteurs, mais elles sont sorties. Les médicaments comme nous en avons eu aujourd'hui sont essentiels pour nous. Nous aidons aussi les 2 grandes prisons de la région. L'une se trouve à Gale et l'autre à Boussa. Il y a 800 prisonniers dans l'une et 400 dans l'autre. Ils sont dans un total dénuement et nous faisons de notre mieux pour les aider et qu'ils puissent avoir une défense juste et peut-être les sortir de cette situation. Pour améliorer le financement de leur action, les sœurs et leurs pensionnaires réalisent des cartes postales et de petits objets qu'elles revendent à ceux qui souhaitent les aider. Ce sont des personnes, les 3/4 sont des personnes qui sont rentrées dans un ordre religieux, donc le don de leur personne, c'est dans la continuité de leur choix. Que les enfants puissent apprendre d'amener des livres et ça va peut-être leur permettre de se perfectionner et puis de continuer dans les études et puis toujours pareil, rapporter quelque chose au retour. Moi je m'attendais quand même à quelque chose de vraiment misérable, je vais dire. Et là je suis agréablement surprise, quoi. Et puis quand on voit Sister Alex avec l'énergie qu'elle déploie, c'est quelque chose de merveilleux. Bon alors après, elle a des désirs qui sont pratiquement irréalisables. Acheter une machine à glace, c'est bien joli, mais bon, il y a des priorités avant. C'est de la part de Jean-Marc. De la part de Jean-Marc. Oh, merci, merci. Non, mais il faut l'ouvrir parce que c'est une plaisanterie. Oh, Mass wine. Mass wine. Thank you so much, merci. La rencontre entre les anciens joueurs de rugby et Sœur Alex a marqué leur esprit. Ils repartent vers le centre du Sri Lanka pour y rencontrer, en pleine nature, l'une des emblèmes du pays. Souris, Gigi. Après ces premiers jours de voyage, certains qui découvrent l'île font un premier constat. Je pensais que c'était un pays beaucoup plus pauvre. En fin de compte, ils ont beaucoup de richesses au niveau de la culture, au niveau du climat, ça pousse vraiment très bien. Je trouve que ce sont des gens très dignes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mendicité, qui n'émentent pas. C'est vraiment des gens très forts. Changement de moyen de locomotion, le groupe passe du car au 4x4 pour un safari dans le parc naturel de Kodula, à une centaine de kilomètres au nord de Kandy. Là, on est parti faire les magasins, à mon avis. Ouais, on est parti chercher de la fourrure. Safari. Un peu d'ivoire. Non, soyons sérieux. L'histoire d'ivoire. On est parti voir quelques animaux quand même. On espère, on voit. On estime à 2500 le nombre d'éléphants qui vivent encore à l'état sauvage au Sri Lanka, dont la moitié dans des parcs comme celui-ci. Durant le conflit interne qui a duré plus de 30 ans, beaucoup de ces animaux ont été tués par des mines antipersonnelles. Aujourd'hui, petit à petit, ils sont de nouveau protégés.
Autant de proximité avec les pachydermes est impressionnante. Jean-Philippe Equet, pourtant habitué à côtoyer des costauds sur les terrains de rugby, le confirme. C'est beau, majestueux, sympa. C'est paisible. Mais bon, on sent la force si ça charge, quoi. Ce parc a été déclaré comme parc national en 2004 et on peut y voir à peu près 400 éléphants. En plus des éléphants, il y a des daims, mais ils sont très discrets à cette saison. Et il y a beaucoup d'oiseaux, comme des ibis et des marabouts, des aigrettes. Et dans les eaux du lac, il y a également des crocodiles. Les billets d'entrée payés par les visiteurs sont bien utiles car le département en charge de la protection des animaux sauvages utilise une partie des fonds reçus. Par exemple, dès que nous signalons qu'un éléphant est blessé ou malade, ils agissent rapidement. Et c'est très important, car nos éléphants sont en voie de disparition. Et si nous ne les soignons pas, ils disparaîtront. Et nous ne pourrons plus assister à un tel spectacle. Il y en a de moins en moins. Nous essayons de les protéger. Je suis complètement émerveillée et sans voix devant ce genre de vue. Un phénomène pareil, c'est inoubliable. En plus, les guides sont super parce qu'ils nous expliquent, ils nous montrent, même si on ne se comprend pas toujours, on arrive quand même à décrypter, et ben, puis voilà quoi. C'est chapeau. Près de Candy, la Fondation Millennium œuvre pour aider les éléphants domestiques, ceux que l'on voit travailler là où les tracteurs ne peuvent accéder. Ils forment des couples indéfectibles avec leurs cornacs. À la fin des années 80, il y avait plus de 700 éléphants domestiques. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 220. Madame Samara Singh a fondé Millennium avec son époux. Dans notre maison, nous avons toujours accueilli les éléphants de passage. Par habitude, tous les cornacs qui passaient sur la route prenaient un peu notre maison pour une auberge, pour eux et leurs bêtes. Nous leur donnions la possibilité de baigner leurs bêtes et de les faire boire. Les cornacs se retrouvaient entre eux et pouvaient aussi partager leurs repas et passer un moment de détente. Je crois que tous les touristes qui viennent nous voir en savent un peu plus sur les éléphants. Nous avons aussi pour objectif d'éduquer les touristes qui viennent nous voir. Nous leur donnons toutes les informations concernant ce formidable animal, toutes les connaissances que nous avons pu accumuler ces dernières années. Le prix qu'ils payent pour visiter notre petit musée, en plus des connaissances, permet de payer les cornacs et une partie des soins que nous donnons à leurs bêtes. Je ne pense pas que nous puissions vivre au Sri Lanka sans nos éléphants, car ils font partie de notre civilisation, de notre culture. Nous avons non seulement besoin d'eux pour nos processions, mais aussi pour de nombreuses autres tâches de la vie sociale. Nous avons besoin d'eux. Les éléphants font donc partie intégrante de la société sri-lankaise. L'État ne s'y est pas trompé puisqu'il finance pour partie cet orphelinat. Le reste du financement vient, là aussi, des billets d'entrée. Ces pensionnaires ont été victimes de la société des hommes. Ces animaux qui parcourent de grands espaces pour se nourrir ont de moins en moins de place. Les cultures ont remplacé leurs forêts. Les rencontres hommes-éléphants se soldent souvent par des drames collatéraux. Chaque année, des dizaines d'éléphants sont abattus et une centaine de personnes est victime d'accidents mortels avec les pachydermes. Chaque biberon que nous offrons aux orphelins contient environ 5 litres de lait, et c'est 5 fois par jour. Les visiteurs peuvent assister à 3 de ces biberons. Pour les autres, ils sont donnés dans le calme, sans spectateurs. Ce lait est seulement pour ceux qui n'ont pas de mère pour les allaiter. Pour financer notre fonctionnement, nous bénéficions de subventions de l'État et de l'argent gagné avec les billets d'entrée. Ce bébé faisait partie d'un groupe de 4 éléphants qui a traversé de nuit une voie ferrée. Un train les a percutés. Ils sont tous morts, sauf cet éléphant. Le problème pour lui, ce n'est pas le train, mais les 3 autres éléphants qui lui sont tombés dessus. C'est le seul survivant.
Une jambe cassée, un traumatisme crânien et des plaies sur son flanc droit, son rétablissement est en bonne voie. Cet éléphanteau sera adopté par l'une des femelles du troupeau de l'orphelinat. Grâce à elle et ses soigneurs, il devrait survivre. Nous baignons nos éléphants 2 fois par jour, pendant 1h30. C'est très important pour leur santé. C'est pratique car la rivière est toute proche de l'orphelinat. Moi, je viens du nord de l'île. Nous sommes une quinzaine de Kornak. Nous avons chacun un éléphant en charge, mais nous soignons aussi les autres. Nous, les Kornak, nous passons toute notre vie avec notre éléphant. Seule la mort peut nous séparer. Nos voyageurs ont repris la route. Ils se dirigent vers Sigiriya, là où les anciens rois firent naître des lacs artificiels pour irriguer les cultures. Dans le car, nos rugbymen font le point sur leurs impressions de voyage. Je ne connaissais pas du tout et vu l'accueil des habitants, c'est pas du tout la même chose que tous les autres voyages qu'on a pu faire, Maroc ou l'Égypte, où les gens ne vous agressent pas, ils sont cool, zen. Ça vaut mieux d'ailleurs. Moi j'aime beaucoup. En tout cas. Avant de rejoindre l'écolodge qui les attend, notre groupe entame l'ascension du piton rocheux de Sigiriya. Ce site, classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, est considéré par les Sri Lankais comme la 8e merveille du monde. Au milieu de l'ascension est aménagée entre ciel et terre l'exposition de ce qui faisait la fierté du puissant roi qui avait bâti son palais au sommet. Des peintures incroyablement bien conservées témoignent du talent des artistes de l'époque. Les demoiselles au sein nu de Sigiriya sont longtemps restées censurées, cachées du regard des populations. Sur les 500 jeunes femmes qui y étaient peintes, il n'en reste qu'une vingtaine. Bon alors l'ascension, comment ça s'est passé? C'est éprouvant, c'est dur. Et ça vaut le coup, hein. Ça vaut le coup. Venir jusqu'ici pour rester au pied, ça serait dommage. Bah à vrai dire, j'aime pas trop le vertige, alors là c'était pas mal. Mais ça valait le coup. C'est sympa. Beau paysage comme ça, on voit pas ça tous les jours. Les voici arrivés là où le roi et sa cour vivaient il y a 15 siècles. Un lieu de pouvoir imprenable avec ses salles de bal, ses bassins et sa salle du trône. Si du sommet la vue est magnifique, Sigiriya est avant tout un palais-forteresse fait pour dissuader les ennemis les plus ambitieux. Pendant que notre groupe termine sa visite de Sigiriya, tout près de là, à une quinzaine de kilomètres, près d'un grand lac artificiel, dans l'écolodge qui doit les héberger, on prépare leur arrivée. Ici, vous êtes dans l'éco-village Amaya Lake. Toute une partie de cet écolodge est consacrée à l'habitat responsable. Ces bungalows sont réalisés sur les mêmes bases que les maisons des paysans de la région. Les murs sont faits avec du torchis, les toitures couvertes de feuilles de coco tressées. Ces bungalows ont été implantés comme dans un village traditionnel. Je vous montrerai tout à l'heure à l'intérieur. Pour le moment, vous voyez la disposition des bungalows les uns par rapport aux autres. Par le passé, dans nos villages, les maisons étaient construites en arc de cercle, avec un point d'eau central. Tout l'éco-village a été bâti par des villageois des alentours. Ils ont été embauchés en priorité pour créer une synergie avec l'économie locale. Les travaux ont commencé en 2000. Ils ont été longs. Une partie de l'économie générée par cet établissement est redistribuée aux villageois et tout le personnel, sauf de rares exceptions, est originaire d'ici.
La plupart a participé à sa construction. Cette redistribution équitable est une volonté de notre part. Avant, il y avait la jungle autour de nous. Ce sont les créateurs de cet éco-village qui ont choisi de l'implanter ici, près du lac artificiel, tout près de sites archéologiques majeurs. Vous voici maintenant dans l'un des bungalows de notre éco-village. Vous voyez, comme je vous l'ai expliqué, nous avons choisi des matériaux très simples, comme ceux utilisés par les villageois lorsqu'ils fabriquent leurs maisons. Évidemment, nous y avons ajouté une touche de modernité. Notre literie, par exemple, est adaptée aux voyageurs occidentaux. Mais les détails de la décoration sont vraiment inspirés de ce que l'on peut voir dans les maisons des villages alentours. Sur les murs, nous avons accroché des photos qui racontent l'histoire de la construction. Cette photo montre comment nous avons bâti le mur de ce bungalow. Ce sont des murs qui sont montés avec des pieux plantés dans le sol et habillés de branches de bambou. Et entre les deux, nous avons mis du torchis, de la terre mouillée. Nous avons aussi utilisé des bois flottés qui viennent du lac pour les tablettes et les cadres des miroirs. Voici la salle de bain. Elle possède une grande douche et un beau lavabo. Elle est spacieuse. Dans l'éco-village, la vie traditionnelle est respectée. Elle passe comme dans la campagne environnante. Notre groupe est arrivé et profite d'une séance de réflexologie pour se remettre de son ascension à Sigiriya. Nous sommes ici dans le centre de massage traditionnel ayurvédique. Nous avons différents types de massages. Nous en proposons à nos visiteurs de nombreuses variantes. Là, il y a par exemple des massages du cuir chevelu effectués grâce à un filet d'huile aromatique chaude. Nous faisons aussi des massages du dos et de tout le corps. Ici, derrière moi, nous effectuons des massages des pieds, que vous connaissez sous le nom de réflexologie, ou chez nous, nous disons Paha de Sambhana. Ce massage agit sur des points très précis du pied qui sont associés à toutes les parties du corps. Selon les maladies ou les douleurs que nous avons, nous stimulons certains de ces points afin d'agir sur les organes ou bien sur des parties de l'organisme concerné. Nous utilisons pour tous nos massages de multiples essences que nous obtenons à partir d'herbes et de plantes locales associées à des huiles fabriquées sur place dans la région. Pour réaliser ces préparations aromatiques, nous nous servons de beaucoup de plantes qui poussent ici même, dans notre jardin. Toutes ces plantes sont cultivées afin de réaliser les meilleurs produits possibles, les plus efficaces et les plus naturels. Tandis que certains découvrent la réflexologie, d'autres s'intéressent à leurs papilles et assistent à une leçon de cuisine sri-lankaise. Ils sont 4 à avoir choisi le plaisir des papilles. On va vous montrer comment nous préparons un curry à la façon traditionnelle. Un peu de l'huile. C'est des légumes, des feuilles de râpé, c'est une espèce de laurier. Ah, de laurier. Ah, d'accord. Maintenant, effectivement. Je me posais la question de savoir ce que c'était. Feuilles de curry aussi, ça aromatise. On met un peu de feuilles de curry. Ça commence déjà. Ça donne le parfum. Comme souvent, lorsqu'on réalise un curry, il faut faire un fond de cuisson aromatique. On y place dans un trait d'huile diverses épices et des condiments, du sel et du poivre. Pour les currys, ils sont faits selon les goûts de la cuisinière, avec du cumin, du piment plus ou moins fort, de la cannelle, du safran, de la cardamone, de l'origan. Elle écrase le tout en poudre et l'ajoute au mélange. Piment vert, d'accord. Déjà coupe en deux. Oui. De tomates. Pour apporter un peu de fraîcheur, elle ajoute quelques rondelles de tomates. Une quinzaine d'ingrédients. Ah oui. Mais c'est la cuisine traditionnelle du peuple normal ou c'est plutôt un peu chic comme cuisine ou... Pour le peuple normal, vous savez que ce sont des currys que nous avons besoin quand on prépare le riz. Pour accompagner le riz, on a besoin de plusieurs sortes de currys.
C'est ça le légume que nous allons préparer. Hein. Le légume, ça s'appelle kohila. Ici, ce sont des tubercules coupés en morceaux. Un peu comme la pomme de terre. On va déjà préparer, vous savez, le lait de coco. On peut mélanger avec de l'eau, c'est ça le lait de coco. Il y a deux variétés de lait de coco, ça c'est moins concentré. Ça doit adoucir, peut-être un peu adoucir. Oui, et c'est ça qui donne aussi la sauce. Oui. La liquide, hein. Ça c'est super, oui. Un peu de sel. Ah, le sel, 17 ingrédients dedans. En moins de 10 minutes, sur le feu de bois, la jeune cuisinière a réalisé un plat traditionnel sri-lankais avec uniquement des produits naturels. Oui, ça, bah oui, un gros bouillon. Tu peux pas baisser le gaz là. Ah, pas vraiment, non. Ça c'est sûr. Alors. T'es pas joué. Alors, verdict du jury. Certaines choses, pas pour tout. Bon, allez, vas-y mon doudou, attaque. Parce que je regarde ta tête. Moi déjà avec une fourchette, j'ai beaucoup de mal à... Bon, je dis ça, oui, effectivement, ça va être... avaler. C'est chaud. Je reste là, moi. C'est excellent. Pas fort. Non, C'est bon, c'est pas fort. Non. Non, sincèrement, c'est pas fort. Sincèrement? Je ne saurais pas dire quoi. Les légumes, c'est bon. C'est bon, franchement. C'est pas fort, aux jeunes. Ah non, c'est excellent. Hein. On sent tout. Très parfumé. Ça n'arrache pas. Ça parfume le palais. Voilà, on va dire ça comme ça. Ça n'arrache pas. Non, ça n'arrache pas. Non, ça parfume. En attendant, c'est très bon. Très bon. Félicitations, vous avez bien travaillé. Avec un petit sauté. Félicitations, franchement. Ça a sorti avec un petit sauté de veau ou un petit peu d'agneau. C'est une soirée gourmande qui s'annonce pour nos voyageurs rugbyman et leurs épouses. Le lendemain matin, le groupe doit quitter la région de Sigiriya et repartir vers le sud de Colombo. La route est longue, plusieurs heures. Au bout du chemin, de la peinture et des pinceaux les attendent. Ils doivent se rendre dans le petit village de Boussa. Ce paysage, aux plages idylliques, qui connut un enfer en 2004. Aryawati revient une fois par an sur le rivage où était bâtie sa maison. La catastrophe est arrivée vers 9h15. Nous étions devant la télévision. Nous suivions la retransmission d'une cérémonie bouddhiste. Et puis soudainement, nous avons vu entrer de l'eau dans notre maison. C'était la première vague. Il y avait des gros poissons partout. Et puis on a entendu les gens se mettre à crier. D'un coup, cette première vague s'est retirée. La mer a reculé sur plusieurs centaines de mètres. Elle a amené avec elle des personnes et des voitures. La deuxième vague, la plus grosse, est arrivée apportant la panique. Les gens se sont mis à courir partout. Il y avait des cris horribles. Cette vague était inimaginable. Tout le monde s'est dirigé vers le temple bouddhiste. Les moines nous ont aidés. Moi, j'ai eu une jambe cassée par la force de la vague. J'ai pu m'accrocher au barreau du temple et être sauvée. Mon mari et mon fils aussi. Nous avons tout perdu, mais au moins nous sommes vivants. Je crois que nous avons eu beaucoup de chance. Nous avons dû faire de bonnes choses dans notre vie passée pour survivre à cette catastrophe. Nous avons tout perdu, mais il nous restait nos deux mains. Nous avons travaillé et petit à petit nous avons reconstruit. J'ai vendu du bois coupé, j'avais apporté des pierres pour consolider la maison, mais tout a été emporté. Des années de travail parties avec les flots. C'est grâce à Reconstruire et Vivre et M. Chandra Vikramasinghe que nous vivons décemment aujourd'hui. Et je remercie toute cette humanité qui nous a aidés. Lorsque je repense au tsunami, j'ai très peur que cela recommence. Je n'oublierai jamais ce qui nous est arrivé. C'est 1 an et demi après la catastrophe qu'Aryawati et sa famille ont pu bénéficier d'un programme de relogement à l'initiative de l'association Reconstruire et Vivre.
Nous sommes dans le village de Boussa. Il a été construit sous l'impulsion du directeur de l'association Reconstruire et Vivre. C'est un projet qui est né quelques jours après la catastrophe du tsunami. Les villageois qui y habitent et ont obtenu ces maisons ont été choisis sur la base des informations fournies sur les listes des personnes sans abri données par la préfecture. Chandra Vikramasinghe a entrepris ce projet d'aide au relogement des personnes qui étaient sans abri après la catastrophe. Dans ce village de Boussa, nous avons construit 51 habitations. Ce qui fait que 51 familles ont trouvé un nouveau logis, soit au total 350 personnes. 6 ans après le tsunami, il y a beaucoup d'associations comme Reconstruire et Vivre qui ont aidé les gens dans le besoin. Souvent, ces gens ont dû totalement changer de vie, exercer d'autres métiers. Le pire est que souvent, ils avaient aussi perdu toute leur famille. Certains, c'est tant mieux, vivent dans un confort matériel meilleur que dans leur ancienne vie. Il faut imaginer qu'en plus des maisons, tout a été détruit et notamment les écoles. D'où l'idée d'intégrer la construction d'une structure d'enseignement pour les plus jeunes dans le projet de ce village. Une centaine d'enfants et 5 institutrices oublient chaque jour un peu plus le chaos qui a traumatisé le pays. C'est juste en face de l'école qu'Aryawati et sa famille ont été relogés. Bienvenue chez moi. Je vous invite à me suivre pour voir ma nouvelle maison. Je l'ai reçue en 2006. Regardez, là c'est le salon. Là c'est la salle à manger. On y mange tous les jours. Ici c'est là que je fais la cuisine. Au premier étage, il y a 2 chambres à coucher. La seule chose qui me reste de ma maison détruite par le tsunami est cette porte en bois. C'est tout ce qui me reste du passé. Il ne me reste rien d'autre de ma vie passée que ce morceau de bois. Le reste de la maison a disparu emporté par le tsunami. Ça me fait tellement de souvenirs. Et juste une porte. Notre groupe de voyageurs est arrivé à destination. Il est dans l'école, juste en face de chez Aryawati. La peinture et les pinceaux sont là aussi. Je peins pas la maison et là je me suis fait embrigader pendant mes vacances et on m'y reprendra pas. Hein. Mais bon, c'est pour une bonne cause, il n'y a pas de problème. Non mais je t'ai dit, je te fais une liste, je te rembourse ça. C'est seulement la 2e fois qu'un groupe de voyageurs vient nous aider à mettre un coup de peinture sur nos murs. Ils en avaient besoin. C'est très réconfortant de voir qu'on s'intéresse encore à nous. Depuis le tsunami, notre association s'occupe de cette école dédiée aux petits-enfants. Elle possède un centre informatique qui est fermé aujourd'hui. Nous ne nous arrêterons pas là. Nous avons ouvert 2 autres écoles, une dans le village de Katalua et l'autre à Anangama. Nous y développons le même type de projet, la mise à disposition de maisons et d'écoles avec des moyens techniques comme l'informatique, ce qui est très rare dans les écoles sri-lankaises. Il était impossible d'oublier que nos voyageurs sont des rugbyman. Si au Sri Lanka, c'est le cricket qui fait battre les cœurs, Chandra Vikramasinghe, homme d'affaires, initiateur de l'association Reconstruire et Vivre et amateur de rugby, ne pouvait pas manquer l'occasion d'organiser avec Jacques Durand et ses amis une rencontre amicale à l'image du voyage, simple, sincère et humaine. Même pas un blessé, incroyable. Oh, tout petit, mais la lutte fut âpre. C'était un beau match et une belle journée. Merci beaucoup d'être venu. La 3e mi-temps fut tout autant disputée que la rencontre. Peu importe le vainqueur, seule la beauté du geste compte. Au petit matin du départ, lorsque l'océan Indien apporte encore de la fraîcheur, il est temps pour Jacques Durand de faire le point sur les émotions vécues. Ce que j'ai ressenti, c'est vraiment une solidarité de tout le monde. Les petites actions que l'on a pu mener ont énormément
porter, psychologiquement marquer les gens, même si ce n'était que des actions modestes. Encore une fois, j'ai pour vocable le nom d'actions solidaires. Je rappelle que l'association dont je fais partie, Espoir sans frontières, a ciblé ici sur le Sri Lanka ses actions sur le parrainage d'enfants. Donc l'aide à l'éducation des enfants, c'est vraiment notre action principale. Et à tel point que ça a convaincu les gens de encore une fois, de cette action, c'est que sur la cinquantaine de personnes, dont beaucoup de couples, on va dire en gros une entité de 25, ça permettra a priori d'avoir de nouveaux parrains qui se sont déclarés et puis ont trouvé ce contact avec la population fabuleux. Jacques Durand, ses amis rugbymen et leurs familles garderont un souvenir impérissable du Sri Lanka. De leur côté, les Sri Lankais se souviendront de leur passage, de leurs échanges, de leurs amitiés, en toute simplicité. Kaka.